Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 6 juillet 2022 au lendemain d'une séance plutôt négative, notamment en Europe, avec un DAX qui a chuté de 2,91%, c'est un plus bas de 20 mois, et donc en dessous des 12 400 points. On a retrouvé des couleurs, on est à 12 624 à l'heure actuelle, et c'est principalement le secteur de l'énergie qui a poussé les indices européens dans le rouge. Alors, ce qui a vraiment marqué la séance d'hier, mais aussi la séance d'avant-hier, notamment sur le marché pétrolier, c'est ces craintes qui nous proviennent de Norvège, avec une réduction considérable des exportations de gaz et de pétrole vers les pays européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travailleurs norvégiens du secteur pétrolier et gazier étaient en grève, et selon les estimations, cela aurait réduit les exportations de gaz naturel de moitié. Alors une intervention du gouvernement a mis fin à cette grève. Ça a éloigné donc la menace d'une baisse considérable des livraisons de gaz naturel vers l'Europe dès samedi, et donc une nouvelle flambée des prix. Alors en revanche, d'un autre côté, Gazprom a réduit les exportations de gaz vers l'Europe de 60%, et dans une semaine, la maintenance annuelle de Nord Stream 1 commencera. Donc il n'y aura plus de gaz qui sera transféré par Nord Stream 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas exclu que le transfert de gaz naturel par Nord Stream 1 ne reprenne jamais. Pourquoi ? Parce que la Russie génère déjà des revenus conséquents grâce à son pétrole. Et donc toujours concernant le pétrole, un tribunal russe a ordonné un arrêt de 30 jours des exportations des terminaux CPC en mer Noire. Alors ces terminaux CPC ont une capacité d'exportation maximale légèrement inférieure à 3 millions de barils par jour et exportent principalement du brut du Kazakhstan. Alors on notera que Citi estime tout de même que le prix du pétrole pourrait chuter à 65 dollars le baril en cas de poursuite du mouvement baissier. Alors effectivement, on le verra ensemble, d'un point de vue technique, les baisses pourraient s'approfondir davantage. Pour l'heure, on parvient à se maintenir au-dessus des 100 dollars le baril, mais si on venait à repasser sous ce seuil-là, on pourrait aller chercher éventuellement les 85 dollars le baril pour le WTI, voire les 80 dollars. Après, effectivement, pour aller se replier jusqu'aux 65 dollars, je pense qu'il faudrait une aggravation considérable de certains facteurs éventuellement. Donc pour l'heure, cette estimation de Citi est peut-être un peu trop pessimiste pour les cours du pétrole brut, mais les prochaines séances seront d'une importance capitale, et on aura aussi la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite pour discuter augmentation de production, même si on doute de plus en plus, les opérateurs ne cessent de douter quant à la capacité d'une augmentation de la production de grand nombre de pays exportateurs de pétrole. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a pris connaissance de données économiques qui ont pesé sur le sentiment, notamment la production industrielle en France, qui a stagné, l'indice PMI des services en France qui a été révisé à la baisse, et les services qui ont connu un ralentissement généralisé face à une demande internationale qui s'affaiblit et des coûts qui ne cessent d'augmenter. Et aux craintes de voir l'envolée des prix de l'énergie précipiter les principales économies mondiales dans une récession, s'ajoute la menace d'une crise politique au Royaume-Uni, on va en parler, mais également la menace de nouvelles restrictions sanitaires en Chine. Alors concernant le Royaume-Uni, le chancelier britannique Sunak et le ministre britannique de la Santé, Javid, démissionnent avec un certain nombre de responsables du parti conservateur. Alors le mécontentement à l'égard de la direction du parti, en particulier de Boris Johnson, a été donné comme motif de ces démissions. Alors, un mot sur Wall Street, le S&P 500 a gagné 0,16%, le Nasdaq a bondi de 1,75%, le Russell 2000 a gagné 0,79%, le Dow Jones était à la traîne, il a chuté de 0,42%, étant donné que les secteurs de l'énergie, des matériaux, de l'industrie et de la finance ont sous-performé.
Alors, bon, il y a eu une nouvelle, celle qui n'a pas eu d'effet sur le sentiment de marché. Et c'est cette nouvelle que le président américain Joe Biden pourrait annoncer dès cette semaine une réduction de certains tarifs américains sur les importations chinoises. Alors, ça n'a pas eu d'effet sur le sentiment de marché, car effectivement, de nombreux économistes soulignent le fait que cela n'aura pas d'impact important sur l'inflation. Alors, on a parlé du pétrole. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que cette chute des prix du pétrole a eu un impact sur les devises liées aux matières premières, mais l'euro également. Et l'euro est tombé à un plus bas niveau en 19 ans. On s'est considérablement rapproché de la parité, on va en parler bien entendu plus dans le détail, et cette chute du métal jaune, une baisse de plus de 2,5%, alors que le dollar américain s'est renforcé donc à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2002. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché plutôt chargé, hein, étant donné qu'il n'y a pas eu de good morning market en ce début de semaine, un marché pétrolier qui a attiré l'attention, et peut-être aujourd'hui concernant les indices boursiers, un rebond très prudent à quelques heures des minutes de la Fed, hein, parce que on prendra connaissance des minutes de la Fed ce soir, il me semble à 20h, voilà, c'est à 20h très exactement, le procès verbal du FOMC. L'idée, c'est de savoir si effectivement on peut s'attendre à des hausses de taux similaires, aussi fortes que la précédente, lors de la prochaine réunion, hein. Donc c'est ce genre d'indication qui sera recherché par les investisseurs. Alors ceci étant dit, on passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. On va débuter par le DAX qui s'est fortement replié hier, qui est allé chercher les précédents creux ici. On est allé tester les creux de début mars, hein. On a marqué un nouveau creux, même à 12 360 points environ. Le rebond est en cours à l'ouverture de la session européenne, mais un rebond qui devrait être plutôt prudent dans l'attente de ce soir. D'un point de vue H4, on peut retrouver une première résistance ici à 12 670 points, et si on parvient à étendre ce rebond, la résistance la plus forte se situera aux portes des 12 900 points. Ça pourrait même être un peu plus bas, aux alentours des 12 860 points environ. C'est concrètement ce nuage Ishimoku en données H4 qui pourrait freiner cette tentative de rebond pour le DAX, le DAX qui a marqué un nouveau creux de court terme. Alors qu'en est-il des indices américains? Nasdaq qui retrouve des couleurs ici, qui se dirige tout droit vers ce palier de Kijun, un palier de Kijun qui représente le seuil psychologique des 12 000 points. Donc c'est la cible, c'est le niveau qu'il faudra franchir pour espérer aller tester le nuage à 12 370 points. Ici pour le Nasdaq, c'est en données journalières, en données H4, on est sur le point d'avoir un signal d'achat. Une sortie du nuage par le haut pourrait avoir lieu avant l'ouverture de la session américaine. Le tout sera de valider ce signal, que la lagging span le valide, en s'affranchissant ici de ces obstacles-là. Nous avons tout d'abord la Tenkan, ensuite la Kijun. Et donc concrètement, si on parvient à se hisser au-dessus des 11 930 points environ, on serait en présence d'un signal d'achat validé par la lagging span, et donc la voie serait ouverte vers un prolongement du rebond en direction de ce nuage ici journalier, hein, mais que l'on a déjà pu constater aux alentours des 12 360 points ici sur ce graphique. S&P 500, comme d'habitude, la configuration technique est similaire, hein. On va peut-être s'attaquer à la Kijun au-dessus du seuil psychologique des 3900 points. Ce sera le dernier rempart avant le seuil psychologique des 4000 points. Ce sera un niveau beaucoup plus difficile à franchir. C'est un seuil psychologique, un chiffre rond, 4000. Hein. Et juste derrière, on retrouvera le nuage Ishimoku en journalier. Donc, une hausse qui pourrait effectivement s'étendre au-delà de la Kijun si on parvient à la franchir en cours de séance. En données H4, c'est pareil. On est sur le point d'avoir un signal d'achat Ishimoku. Concernant le Dow Jones, lui, pourrait aller chercher sa Kijun à 31 475 points, et on retrouvera le nuage à 32 200. Donc voilà les deux objectifs à aller chercher si le rebond parvient à prendre de l'ampleur en cours de séance.
Et en données H4, c'est pareil. On est sur le point, peut-être un peu plus loin d'avoir un signal Ishimoku, mais en tout cas on est bien orienté en ce début de séance européenne. Alors un mot sur les crypto-monnaies. Alors effectivement, on le voit de plus en plus qu'il y a une décorrélation du marché des crypto-monnaies. Je le répète, c'est une avec le marché action. Et je le répète encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Alors on suit très près ce scénario que l'on a abordé précédemment, le scénario d'un range, et c'est la sortie de ce range qui déterminera la tendance à venir du Bitcoin, qui est largement en bear market comme toutes les crypto-monnaies. Mais effectivement, si on sort par le haut et on franchit le nuage, là, je serai très confiant quant à la fin du bear market. Donc, c'est vraiment ce qu'on attend ici. Alors, en revanche, si on casse la borne inférieure, si on casse les 17 550, la baisse pourrait s'approfondir et pourquoi pas en direction du seuil psychologique des 10 000 $. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge concernant les crypto-monnaies. La prudence est toujours d'actualité, surtout si on assiste à la même chose que la dernière fois. Souvenez-vous, lors du précédent range, lorsque l'on s'est rapproché du nuage, on a cassé la borne inférieure. Alors on est encore bien loin du nuage, on pourrait continuer à évoluer dans ce range et seule une traversée de ce dernier permettrait éventuellement la fin du bear market, ce qui n'est pas très rassurant à ce niveau-là. Au niveau du Bitcoin, on va le voir ensemble, c'est qu'effectivement on a différents éléments qui vont venir renforcer ici la borne supérieure du range. Vous voyez, on a une Kijun qui est en train de se diriger vers la borne inférieure, vers la borne supérieure, pardon. On a cette moyenne mobile à 50 périodes qui vient aussi renforcer le bas de nuage. Donc à un moment donné, lorsque les cours se rapprocheront certainement du nuage Ishimoku, on aura de nombreuses résistances ici qui viendront, de nombreux éléments techniques qui viendront renforcer la borne supérieure de ce range. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste pour l'avenir concernant le Bitcoin, en tout cas pour l'avenir proche. En revanche, si on casse ces résistances et on franchit le nuage, vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai aucun doute sur le fait qu'on pourra se hisser sans difficulté au-dessus des 32 200 $ pour aller s'attaquer à cette prochaine moyenne mobile à 200 périodes. Et une cassure de cette moyenne mobile à 200 périodes ouvrirait la voie à un retour aux alentours des 45 000 $. Malheureusement, ce scénario est conditionné au franchissement de nombreuses résistances et du nuage Ishimoku. Donc voilà pour ce point détaillé en données journalières. Qu'en est-il en données H4 ici? Donc effectivement, une configuration qui ressemble plutôt aux indices, sur le point de sortir du nuage par le haut, mais une validation qui interviendra beaucoup plus tard concernant le Bitcoin, c'est si on parvient à se hisser au-dessus des 21 000 $. Concernant l'Ether, la configuration technique encore une fois est similaire, vous voyez, on est en train de se stabiliser sur un support comme la dernière fois, qu'on a eu une mèche inférieure ici qui allait chercher un creux aux alentours des 1700 $. Cette fois-ci, la mèche inférieure est allée chercher les 880 $ environ. Donc bien entendu, les perspectives sont similaires pour l'Ether. C'est la même chose que pour le Bitcoin, et en données H4 aussi, on est sur le point de sortir par le haut du nuage. C'est ce qui permettrait éventuellement d'aller chercher les 1250 $ pour l'Ether. Alors on passe sur le compartiment des matières premières. Alors le gold c'est fait. On est allé chercher, alors pas en données journalières, on a beaucoup parlé de cette configuration en données H4, donc on est allé chercher effectivement la borne inférieure de la figure, et vous voyez cette précision. Donc c'est fait, borne inférieure du biseau d'élargissement testé. Maintenant, je pense que c'est l'heure du rebond en direction, en premier lieu, des 1785 $ l'once, un rebond qui pourrait être plus vigoureux éventuellement et permettre d'aller chercher les 1800 $ peut-être pour se stabiliser. Alors, il faut savoir que lors des précédentes crises, l'or s'est très bien comporté, donc il pourrait peut-être rattraper son retard. Pour l'heure, le dollar américain pèse fortement sur le gold, mais on pourra avoir donc un changement à ce niveau-là et une reprise, un retournement de tendance sur le gold. En tout cas, pour le moment, on a marqué un creux, je pense, et les cours pourraient se ressaisir pour éventuellement aller chercher les 1800 $ l'once. Pétrole WTI. Alors ça a été assez violent ce repli, les craintes de récession
qui l'emporte. Ici, ce que l'on craint concernant le pétrole, c'est tout simplement une destruction de la demande. Ça a pesé fortement malgré la baisse des exportations en Libye et les craintes concernant la Norvège, les doutes concernant la capacité de production de certains pays membres de l'OPEP. Tout cela n'a pas suffi à porter les cours de l'or noir, et c'est les craintes de destruction de la demande qui l'ont emporté hier. Et donc, vous voyez ici, on a une moyenne mobile qui exerce une certaine pression d'un point de vue technique. C'est la moyenne mobile à 100 périodes que l'on n'a pas réussi à franchir hier. Donc, les cours devrait se ressaisir à l'heure actuelle tant qu'on est au-dessus des 100 $ le baril. Par contre, si on venait à casser à nouveau les 100 $ le baril, je pense que la baisse pourrait s'approfondir. Citi parle de 65 $ le baril, je plaiderais plus en faveur des 85 $. Selon moi, d'un point de vue technique, on peut éventuellement le vérifier ici. Si on venait à reporter la hauteur du mouvement sur le point ici de breakout, je pense qu'on serait aux alentours des 85 $ le baril, et on est à 83 ici environ, donc des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis la fin du mois de janvier. Après, pour aller chercher les 65 $ le baril, je pense que ça nécessitera des catalyseurs dont on n'a pas des catalyseurs qui ne sont toujours pas intervenus sur le marché, parce que pour l'heure je ne vois pas ce qui pourrait entraîner les prix du pétrole à 65 $ le baril. C'est une estimation de Citi. Je pense que dans un premier lieu, si on ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 100 $ le baril, on pourrait éventuellement aller chercher les 85 $. Donc voilà pour le pétrole. On va suivre avec attention les dernières actualités, et il y en aura en juillet avec la visite de Joe Biden. Alors le gaz naturel donc se stabilise plus ou moins à l'heure actuelle. Pas de mouvement, pas de signe de retournement haussier, pas de signe d'accélération baissière à l'heure actuelle, donc on laisse de côté. Le blé, lui, a fracassé le support qui nous donnait un espoir de reprise, et donc après la cassure de ce support, la baisse s'est considérablement approfondie. Donc pour le moment, toujours pas d'indication de reprise haussière, mais aller marquer un creux aussi loin pourrait indiquer une éventuelle reprise assez violente. On va attendre une éventuelle figure chartiste qui nous permettra peut-être d'anticiper ce retournement de tendance sur le blé. Alors un mot sur le marché d'échange avec un dollar américain qui vient confirmer sa puissance. Vous voyez, on est parvenu ici à décoller sur des sommets pluriannuel pour le billet vert. Et si effectivement c'était un très bon signal, c'était un double signal. On avait un signal chartiste ici, un signal Ishimoku en données H4, cassure de l'oblique baissière qui relie les récents sommets et traversée du nuage. Alors tout ceci n'a pas été sans conséquence sur l'euro-dollar, un euro-dollar qui, alors on s'attendait effectivement à un euro-dollar à 1,03, mais là on est allé beaucoup plus bas, à 1,02 30 environ. Alors est-ce qu'on va aller à la parité ? Malgré ce creux, je n'y crois toujours pas pour le moment. En tout cas, donc nous avons eu raison de ne pas croire en cette reprise ici, face aux différentes résistances qui se dressaient devant l'euro-dollar, Kijun, nuage Ishimoku, oblique baissière qui relie les sommets. Une oblique baissière qui a rappelé à l'ordre de l'euro-dollar à maintes reprises plusieurs tests de cette oblique baissière, des tests qui se sont soldés par un échec, des cassures même qui ont été invalidées avec un nuage en renfort. Donc vous comprendrez ici la difficulté pour l'euro-dollar de s'affranchir ces différentes résistances, un euro-dollar qui n'est pas parvenu à le faire malgré de nombreuses tentatives. Donc la parité, ce n'est pas d'actualité pour le moment. On a marqué un creux, on va peut-être essayer de retrouver des couleurs, essayer de se redresser en direction des 1,04, mais bien entendu les minutes du FOMC seront déterminantes pour le billet vert et donc pour le marché d'échange. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.